Monsieur le Président et chers collègues, un budget ne peut pas et ne doit pas s'apprécier à la seule lecture des ratios budgétaires, tels qu'ils viennent d'ailleurs d'être égrenés, des ratios budgétaires qui sont pourtant tout à fait obligatoires. Je crois qu'un budget traduit des choix éminemment politiques et donc parfaitement discutables. C'est ce que nous faisons ce matin. C'est le baron Louis, qui était un ministre des Finances au caractère bien trempé, qui avait un jour dit à ses détracteurs « Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes finances ». Alors vous comprendrez que les arbitrages qui sont les vôtres ne peuvent pas, à nos yeux, conduire à un bon budget. Il y a d'abord cette rhétorique assez constante, je dois le dire, qui consiste à affirmer comme prioritaire ce qui, en vérité, ne l'est pas. Pour vous, du moins, votre soutien à la vie sociale, à la culture, au sport, aux loisirs. C'est un peu la politique, je dirais, du diable par la queue. C'est peut-être d'ailleurs un clin d'œil au film éponyme qui a été tourné dans l'Ain et qui est sorti en salle voilà 50 ans tout juste, pour qui connaît. Mais ces domaines étaient considérés. S'ils étaient considérés, ils n'auraient pas subi 2,5 millions d'euros de coupe en l'espace de 4 ans. J'évoquerai la jeunesse. Si elle était un enjeu prioritaire, les familles indinoises ne se seraient pas vues privées, depuis déjà 3 ans, il faut le rappeler, d'1 million d'euros de soutien à l'inscription de leurs enfants en accueil de loisirs. C'est un élément du pouvoir d'achat qui a aujourd'hui disparu au détriment des familles de l'Ain. Le chéquier jeune, qui devait être l'alpha et l'oméga de votre action en faveur de la jeunesse, que vous invoquez régulièrement, ce chéquier jeune ne trouve pas son public. 1 an et demi après son lancement, il faut avoir, je crois, la sincérité de le reconnaître, parce que si le dispositif fonctionnait réellement, c'est-à-dire si chaque collégien le sollicitait pleinement, ce sont plus de 3 millions d'euros qu'il faudrait y consacrer. Or, vous inscrivez 280 000 euros au budget, 10 fois moins. 10 fois moins. La jeunesse est oubliée de ce budget. Elle occupe pourtant, chacun le sait bien, une place essentielle dans un département à la démographie aussi dynamique. Je n'évoquerai pas davantage le sport, dont le service aujourd'hui se réduit à portion congrue, c'est-à-dire à 1 agent. La sécurité civile serait aussi, dans une forme incantatoire, une de vos priorités. Mais vous nous proposez de maintenir la contribution financière du département au SDIS à hauteur de 33 140 000 euros, autrement dit de la geler pour la 4e année consécutive. Alors nous sommes en désaccord. Nous sommes en désaccord avec ce choix parce qu'il n'est pas à la hauteur de l'ambition affichée. Il faut rappeler que chaque année nous gagnons 7 000 habitants et qu'il y a évidemment des besoins croissants en matière de sécurité. D'ailleurs, le niveau d'intervention est là pour le rappeler, plus 1,2% en 2018. Et je dois dire que conseil d'administration après conseil d'administration du SDIS, les représentants du personnel n'ont de cesse de nous alerter sur les situations tendues dans les casernes et parfois les risques pris faute de moyens opérationnels. Le soutien à l'investissement est notable, je le dis, mais il ne saurait masquer cette réalité. Si la construction de nouvelles casernes, si le renouvellement du matériel sont essentiels évidemment à la modernisation de notre modèle de sécurité, il importe que les moyens humains soient eux aussi en adéquation avec les besoins. Les communes et les intercommunalités vont voir leur contribution augmenter du niveau de l'indice des prix à la consommation, c'est légal, 1,3% de plus, c'est-à-dire 125 000 euros par rapport à l'an dernier. Ce qui, par souci d'équité, nous conduit à proposer la même évolution pour la contribution départementale. Voilà qui dégagerait 430 000 euros supplémentaires et donc permettrait de pourvoir en hommes les secteurs les plus en tension du département. Et puis, j'allais dire, comment demander davantage aux communes sans montrer l'exemple. Et puis, disons-le clairement, il manque à ce budget une ambition. C'est celle qui doit nous voir assumer notre mue écologique. Vous avez dit l'apport du nucléaire, Monsieur le Président, ce matin, mais le nucléaire ne pourra pas pourvoir à tout définitivement. Nous ne pouvons pas, je crois, sans cesse nous satisfaire de notre dynamique démographique, en particulier, évidemment, notre dynamique économique aussi, et en particulier industrielle,
mais il faut reconnaître que dans le même temps, nous aggravons notre empreinte écologique. Et nous ne pouvons pas ne pas dire de quelle manière nous entendons demain réduire nos consommations énergétiques, nos émissions de gaz à effet de serre, et puis produire aussi l'énergie dont nous avons besoin. Vous savez peut-être d'ailleurs que tous les territoires de l'Ain, mais vous êtes à la tête de l'un d'entre eux, sont engagés dans cette réflexion et ils vont, ces territoires, mettre en œuvre d'ici quelques mois des plans d'action chiffrés. Je crois que le moment est venu pour notre département de dire de quelle manière nous allons les accompagner. C'est aussi, je crois, un axe à travailler dans la perspective de la contractualisation avec les territoires. Mais en tout cas, de manière certaine, les 200 000 euros aujourd'hui prévus au budget n'y suffiront pas. L'évaluation qui peut être faite aujourd'hui à l'échelle de l'Ain tout entier démontre que sur ces questions de la transition, ce sont plus de 100 millions d'euros qu'il faudra investir. Quelle part le département va prendre à cette ambition? La politique du logement, c'est une réponse. Et ce doit être d'ailleurs un outil de la transition écologique si on veut mettre fin au mal logement, les choses ont été évoquées, si on veut aussi évidemment réduire la précarité énergétique. Il y a fort à parier, disons-le, que les 10 millions d'euros qui vont être consacrés au parc public seront insuffisants si on veut maintenir un niveau soutenu de construction. Parce que les bailleurs sociaux nous l'expliquent un à un, leurs fonds propres sont amputés à force de réduction des loyers de solidarité, à force aussi d'augmentation de la TVA. C'est même une programmation de moitié auquel on pourrait assister en 2019 dans l'Ain. Ça veut dire aussi un ralentissement net de l'entretien du parc et évidemment de la rénovation urbaine, sans compter les conséquences pour l'emploi. Moi, je plaide pour que, en tout cas, nous ayons un regard très attentif sur l'exécution du plan senior et donc au portage par les bailleurs sociaux des opérations d'habitat qui sont destinées à nos aînés. Nous avons aussi à considérer, évidemment, dans cette dimension de la transition, notre propre patrimoine. Au moment où l'on ambitionne de construire des nouveaux collèges, les choses là aussi ont été évoquées, nous prévoyons d'en rénover d'autres, il est essentiel d'afficher nos objectifs en matière énergétique. J'avais déjà dit ici, il y a quelques mois, de quelle manière le coût de la construction, qui était parfois dénoncé, de nos collèges, ne devait pas seulement être mis en rapport avec l'esthétique, mais aussi avec la sobriété énergétique. C'est notre plan d'investissement tout entier qui doit être visité et qui doit intégrer cette exigence. Nos pratiques aussi du quotidien doivent être observées. Je parlais de celles, en tout cas au sein du conseil départemental. Vous nous dites, notamment au travers du rapport sur le budget, le gain opéré sur la masse salariale suite à la réorganisation des agences routières. Mais qu'en est-il des déplacements des agents? Qu'en est-il des kilomètres parcourus? C'est le sens de l'évaluation que nous attendons. Demain, une même réorganisation va impacter les services sociaux. Quelle mobilité est imposée aux agents? Quelles conséquences sur les distances parcourues? Là aussi, nous espérons des réponses satisfaisantes au plan social et évidemment en cohérence avec l'enjeu environnemental. Cette transition écologique, énergétique, elle est transversale et elle doit se traduire au plan budgétaire si nous voulons prendre notre part dans les défis qui s'imposent. Je suis pour ma part convaincu que l'Ain a une carte à jouer, parce que la terre, c'est aussi de l'énergie. Les espaces boisés, mais à Oyonnax aussi, je crois que la question écologique prend toute sa place. La terre, c'est aussi de l'énergie. Les espaces boisés sont là pour retenir le carbone et les vastes étendues de notre département sont là aussi pour capter le soleil et le vent. Il y a en tout cas matière à produire de l'énergie décarbonée, à créer de l'activité et des emplois. Autant de défis, en tout cas, exigent de l'ambition et, disons-le, ce budget en manque beaucoup, à l'image d'une prévision d'investissement qui s'affiche à la baisse, et en dépit de ressources dynamiques, parce que ce sont près de 30 millions d'euros supplémentaires de droits de mutation à titre onéreux qui ont été inscrits au budget en l'espace de 4 ans, et donc c'est une recette sur laquelle le département peut s'appuyer. 30 millions d'euros, voilà qui devrait soutenir l'investissement. Vous l'inscrivez en baisse. J'allais dire qu'il est encore temps, dans les 2 courtes années qui nous restent de ce mandat,
Il est encore temps d'afficher un projet de développement durable au service des habitants. Ce n'est évidemment pas le cas, en tout cas nous le regrettons, à l'occasion de cet exercice. Bien, merci Monsieur Greffet. Je crois qu'il y avait Monsieur qui avait demandé la parole. Avant de laisser la parole à Jean-Yves Flochon, je voudrais vous dire simplement une chose, que si l'État socialiste que vous avez défendu et soutenu n'avait pas grevé le département de 52 millions d'euros, je pense que nous aurions plus de facilité à maintenir certaines aides, voire à les développer. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et je salue les efforts qui sont faits dans ce département depuis 2015 pour baisser les dépenses de fonctionnement, pour faire en sorte que l'investissement demeure notre priorité avant les dépenses de fonctionnement. Et ça, c'est quelque chose à souligner et qui n'a pas été toujours fait ici, me semble-t-il. Monsieur Flochon. Et ensuite, Monsieur Abad. Oui, moi je serai très bref. Monsieur Greffet, Monsieur le Président, chers collègues, Monsieur Greffet a évoqué la question de la jeunesse. On va simplement formuler une remarque concernant le soutien à l'hébergement donc des personnes âgées. Moi aussi, pour saluer la façon dont a été construit ce budget, qui, malgré les efforts qui nous sont imposés par l'État, nous permet, malgré tout, de préserver un taux d'évolution des dépenses pour les maisons de retraite de ce département de 0,5%. Alors c'est certes insuffisant pour faire en sorte que nos établissements puissent répondre correctement à l'ensemble des demandes qui leur sont formulées. Nous sommes tous très attentifs aux conditions dans lesquelles les personnes âgées seront hébergées dans les établissements de notre département. Néanmoins, donc, cette réponse positive à leurs besoins, avec ce taux d'évolution de 0,5%, permet malgré tout de préserver aujourd'hui l'essentiel. Et si on doit aujourd'hui dénoncer quelque chose, c'est bien les conditions dans lesquelles notre exercice budgétaire est encadré, qui ne nous permet pas d'apporter des réponses supplémentaires pour faire en sorte de rester dans le cadre financier qui nous est imposé au plus haut de l'État. Donc c'est vrai qu'on peut déplorer certaines évolutions, on ne peut que constater que nous évoluons dans un cadre qui est contraint, qui est marqué par des obligations financières très fortes et qui ne nous permettent pas parfois, sans doute, d'aller jusqu'où nous souhaiterions, nous aussi, dans certains domaines. Monsieur Abad. Oui, merci Monsieur le Président. D'abord, c'est un budget qui fixe deux priorités qui sont totalement corrélées aux attentes des Français et des Indinois. La première priorité, c'est celle du pouvoir d'achat. Et la deuxième, c'est celle d'une réponse à la fracture territoriale. Sur le pouvoir d'achat des familles de l'Ain, force est de constater que notre collectivité le protège. Et vous l'avez rappelé, aussi bien vous que le vice-président aux finances, par l'engagement tenu, la promesse tenue, ce qui est plutôt rare en politique, de ne pas augmenter les impôts tout en maîtrisant la dépense publique. Parce qu'on le sait très bien, c'est quand on laisse filer la dépense publique qu'on est obligé d'augmenter les impôts. Deuxième chose, la gratuité du transport scolaire, qui est préservée ici dans l'Ain. Et puis, n'oublions pas non plus les améliorations des ratios d'épargne, la sortie des emprunts toxiques et l'amélioration de la dette. Enfin, Monsieur Greffet, vous polémiquez sur le chèque jeune. Permettez-moi de vous dire que cette montée en puissance, elle est réelle. 9 300 jeunes sont concernés par ce chèque jeune dans le département de l'Ain. C'est près de 300 000 euros qui sont consacrés à ce chèque jeune. Alors on peut toujours dire que c'est pas assez, c'est toujours mieux que ce que vous avez fait puisque vous l'avez toujours promis et jamais réalisé. Et que donc la réalité, c'est qu'il faut continuer cette montée en puissance. Et que je vous invite, d'ailleurs dans votre propre canton, à faire une publicité la plus forte et la plus large possible, mais je n'en doute pas pour ce qui est jeune, de manière à ce que l'ensemble des jeunes de l'Ain puissent en bénéficier. Mais c'est un point important sur lequel nous devons effectivement continuer à poursuivre cette montée en puissance. N'oublions pas non plus tout ce que nous faisons en matière de protection de l'enfance, d'accompagnement des classes relais, et comme l'a dit Jean-Yves Flochon, ce qui concerne les seniors et notamment les personnes âgées et les personnes handicapées. Là encore, le taux d'évolution de nos établissements, que ce soit sur les protections de l'enfance, sur les personnes handicapées ou les personnes âgées, continue à augmenter dans un contexte budgétaire
contraint bien entendu. En ce qui concerne l'aide aux clubs sportifs ou l'aide aux associations culturelles, là aussi on le verra dans le détail des budgets tout à l'heure, mais la réalité c'est que nous maintenons cette aide dans un contexte qui, comme tout le monde le sait, est difficile, mais nous le maintenons et nous tenons bon, y compris sur des fleurons culturels comme Ambronay par exemple. Ensuite, en ce qui concerne toujours le pouvoir d'achat des habitants de notre département de l'Ain, nous essayons de tirer des sources d'économie pour instaurer de la justice sociale. La justice sociale, c'est accompagner ceux qui en ont besoin et ceux qui font l'effort d'aller vers le marché du travail. C'est pour ça que nous préservons les crédits en ce qui concerne le fonds départemental d'insertion. Mais la justice sociale, ce n'est pas l'assistanat, et c'est pour cela que nous n'acceptons aucune fraude à quelque dispositif que ce soit. Ça, c'est le premier pilier, qui est le pilier sur le pouvoir d'achat. Le deuxième pilier, c'est celui sur la fracture territoriale. Et celui-là, il est tout aussi fondamental. D'abord, cette fracture territoriale, et tous les habitants, et vous le savez, nous le disent très clairement, les deux priorités pour résoudre cette fracture territoriale, c'est quoi? C'est la question médicale et la question du numérique. Sur ces deux priorités, nous agissons. Sous la houlette du président de Guéry, nous avons lancé une consultation sur la question de la démographie médicale et pour accompagner cette activité médicale. Et nous avons aussi soutenu des opérations pour maintenir nos hôpitaux de proximité. Je pense à l'opération de l'hôpital de Belay, où c'est quand même pas moins de 3 millions d'euros apportés par le département, qui n'est pas rien, et sur lequel nous soutenons. Donc nous répondons à cette question centrale qui est la question de la fracture médicale. Et sur la fracture numérique, là aussi on ne reste pas les bras croisés. On a pris un engagement de 3 millions d'euros par an sur 10 ans. On nous l'a même parfois d'ailleurs reproché cet engagement. Je vois qu'aujourd'hui on nous le reproche beaucoup moins, et c'est tant mieux. Et la réalité, c'est quoi? C'est pour assurer une couverture et un déploiement de la fibre optique partout sur le territoire. C'est plus de 30 000 prises qui ont été réalisées cette année. C'est un rythme soutenu, auquel je veux saluer le travail de Walter Martin et de toute son équipe sur ce sujet-là. Pourquoi? Parce que l'enjeu pour nous, il est central, c'est d'assurer la couverture numérique pour tout le monde et en tout cas pour le plus grand nombre. Et là aussi, c'est un enjeu qui correspond aux attentes des habitants et nous tenons bon sur ces deux sujets. La fracture médicale et la fracture numérique, c'est pas facile, mais je crois que nous tenons nos engagements. Et puis ensuite, comme il a été dit, la fracture territoriale, c'est aussi soutenir toutes les communes, notamment les petites communes. C'est pour ça qu'on n'a pas touché d'1 centime d'euro aux aides aux communes, qui, je le répète, est la dernière compétence non obligatoire que nous exerçons quasiment. Et c'est pas sur des petites sommes, puisque ce sont des sommes conséquentes, à hauteur sur l'aide aux communes stricto sensu, on est autour de 7 millions d'euros environ, et nous le maintenons alors même que des départements ont fait le choix de la retirer. Et donc je crois que ça aussi c'est un engagement qui est très fort. Même chose sur la politique agricole. La politique agricole, c'est une politique sur laquelle on aurait pu se cacher derrière la loi NOTRe pour ne pas l'appliquer, pour ne pas la mettre en œuvre, et pour laisser ça uniquement aux régions. Notre volonté, elle a été au contraire de garder notre compétence, avec Jean-Yves Flochon à sa tête, pour qu'on puisse promouvoir cette politique agricole, piscicole notamment, sans compter, et on le verra tout à l'heure, les résultats d'agri-local qui sont aussi positifs bien entendu. Sans oublier le plan viticole qui a été fait pour le budget compte tenu de la sécheresse ou le soutien à la fruitière à Comté qu'il y a eu récemment dans le Val-Romet. Enfin, je voudrais dire aussi un mot sur la transition énergétique et sur les sujets que vous avez évoqués. Je ne vous laisserai pas le monopole de l'écologie et du développement durable dans le département. Et on peut autant se peindre et s'habiller en vert que l'on veut, la réalité ce sont les actes et les résultats. Alors parlons d'écologie, de transition écologique et de développement durable. Quels sont les sujets sur lesquels qui nous concernent? D'abord, oui, nous avons et nous défendons et nous continuons à défendre le mix énergétique dans lequel la part du nucléaire doit rester conséquente. Je vous rappelle juste qu'on a une centrale nucléaire sur notre territoire, qu'il y a beaucoup d'emplois dedans, et je rappelle aussi que c'est une énergie qui est décarbonée et qui est beaucoup moins émettrice de CO2 que d'autres énergies. Demandez à nos amis allemands, lorsqu'ils ont remplacé les centrales nucléaires par les centrales à charbon, le résultat des courses. Mais, vous avez raison, le mix énergétique doit être encouragé. Je dis simplement ici que le mix énergétique, pour nous, ce n'est pas des éoliennes qui abîment les paysages ou ce n'est pas des énergies de panneaux solaires qui seraient financées par les Chinois. Et la réalité, ce n'est pas celle-là que nous voulons. Nous voulons construire une vraie écologie, un vrai développement durable. Le logement. Tout ce qui concerne l'action au logement, nous avons gardé la compétence d'aide à la pierre, nous accompagnons les logements,
nous battons en permanence contre la question des logements insalubres et nous essayons d'améliorer en permanence la performance énergétique de ces logements. Ceci en lien avec l'ALEC 01 qui a été la structure qui a été créée à cet effet et sur lequel nous tenons nos engagements. Deuxième chose, sur la question des mobilités, qui est une question centrale. Alors moi, je ne serai pas de ceux qui accuseraient les habitants de l'Ain d'utiliser, et vous non plus, je crois d'ailleurs, d'utiliser leur voiture pour aller se rendre à leur travail et de considérer que finalement ils sont trop consommateurs de CO2, alors que dans le même temps on ferme des arrêts TER, comme malheureusement on le constate chaque jour dans la presse quotidienne locale. Donc la réalité c'est quoi? C'est que si on veut encourager les mobilités, là aussi le département a mis l'accent là où il pouvait, en finançant des aires de covoiturage. J'ai le souvenir d'une aire notamment à la sortie d'Ambérieu-en-Bugey, dans le pays de Gex également. Les mobilités douces, qui sont très importantes dans le département et que nous développons dans tous les territoires. N'oublions pas non plus les bus à haut niveau de service. Il y a quand même un bus à haut niveau de service dans le pays de Gex qui est en fonction, sans oublier celui en projet autour de Trévoux. Là aussi, c'est une réponse concrète à la transition énergétique. Et n'oublions pas, tout ça en site propre bien entendu, et n'oublions pas non plus en ce qui concerne la mobilité douce, le plan nature que nous avons lancé et les nombreux espaces naturels sensibles que nous avons labellisés également au titre de la politique touristique de ce département. Enfin, il y a un autre sujet, si on veut vraiment parler de développement durable, allons jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement juste de parler d'un poste ici ou là, mais d'une vraie politique de développement durable, c'est la question des déchets. Et sur cette question-là, on a aussi un sujet central. Je passe sur la question du stockage des déchets nucléaires. Nous avons aussi une question très importante, je pense par exemple à la Plastic Valley, mais pas seulement, il y a d'autres secteurs qui sont concernés. Sur aujourd'hui, les engagements qui ont été pris au niveau national sur la loi de transition énergétique font qu'il y a beaucoup d'interrogations sur la manière dont on va gérer nos déchets aujourd'hui et demain dans le département de l'Ain. Voilà un sujet très concret qui va toucher tout le monde et sur lequel on doit apporter un certain nombre de réponses qui soient claires, fortes, pas dogmatiques. Donc vous voyez, sur la question du développement durable, il ne s'agit pas simplement de vouloir le prendre uniquement dans une volonté d'opportunisme politique, il s'agit simplement de le faire au quotidien dans les actes concrets. Et notre politique en matière de développement durable et d'écologie, elle est forte, elle est sans précédent et elle est engageante pour tout le monde. Simplement, nous, on ne construit pas la politique énergétique et la politique de développement durable contre le pouvoir d'achat des Indinois, on le fait au contraire en essayant de trouver des solutions communes à tout le monde, et sans oublier le plan vélo ou d'autres encore qui ont été faits. Donc je crois que là-dessus, il faut qu'on soit très clair. Voilà ce que je voulais vous dire, Monsieur le Président. Simplement vous dire que, bien sûr, ce projet de budget, nous le soutenons au sein du groupe de l'Ain de toutes nos forces, ce qui me semble tout à fait logique. Mais au-delà de ça, c'est un budget qui tient ses engagements, qui tient ses promesses, tout simplement parce qu'il tient ses chiffres. Et que les chiffres sur les impôts, sur la dépense et la dette sont centraux. C'est ce qui nous permet de décliner les politiques publiques. Et merci à M. Greffet de m'avoir donné l'opportunité de parler d'écologie et de développement durable, parce que c'est effectivement un sujet central sur lequel on a le droit, dans ce pays, d'être de droite et de vouloir porter une ambition pour l'écologie et le développement durable. Merci, Monsieur le député. Madame Martine Tabouret, 2 minutes. 2 minutes, Monsieur le Président. Juste pour compléter les propos de Damien Abad sur le chéquier jeune, comprendre, Monsieur Greffet a l'air de penser qu'en un an, on peut avoir distribué et dépensé la totalité des chèques. Alors juste une petite référence qui me paraît intéressante, dans le département de la Manche, qui est un département légèrement plus petit que le nôtre, mais 500 000 habitants, et ils ont lancé ce chéquier jeune il y a 9 ans, et ils ont 9 300 bénéficiaires. Donc voilà, ça permet de comprendre qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut en un an et demi développer. Alors bon, par contre, on travaille effectivement à développer la communication. Le nombre de partenaires est encore plus important cette année, donc je pense quand même qu'on va dans le bon sens. Rappelez aussi que nous en parlions tout à l'heure en commission permanente. Nous avons financé largement les séjours linguistiques cette année. Quand on donne quelque chose comme 90 € sur un séjour linguistique, je pense qu'on contribue largement au pouvoir d'achat des familles et à soutenir la jeunesse. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Bien, merci Madame la Vice-Présidente. Avant de laisser la parole à Monsieur Lurin, je voudrais quand même rappeler, Monsieur Greffet, que nous avons la double peine, si je peux m'exprimer ainsi, entre la baisse des dotations territoriales, entre la limitation des dépenses de fonctionnement plafonnées à 1,2%, et je suis rassuré pour les Indinois et les Indinoises, parce que si vous aviez été à notre place et pratiqué la même politique que lorsque vous aviez la majorité, où vous augmentiez déjà les impôts des Indinois sans ces contraintes, je n'ose imaginer quelle politique d'impôts elles auraient aujourd'hui à subir. Bien, Monsieur Lurin.
Oui, Monsieur le Président, quelques mots, au-delà des réactions du président de groupe, de Martine Tabouret, de Jean-Yves Flochon. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'effectivement, on semble ici, en tout cas M. Greffet, semble oublier le contexte dans lequel on évolue. Ça a été amplement rappelé, le président vient de le redire, l'évolution de nos dépenses réelles de fonctionnement contrainte à un plus 1,2%, la capacité de désendettement limitée à 10 années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les marges de manœuvre budgétaires du département pour financer tout ce que vous semblez vouloir financer n'existent pas. Quand j'évoquais l'augmentation des dépenses réelles de fonctionnement de plus de 8,5 millions, dont 95% consacrés à l'évolution de dépenses contraintes de solidarité, je me demande où on peut trouver des marges de manœuvre. Alors, pour ce qui nous concerne, nous avons, et le président Abad l'a dit parfaitement bien, nous avons, depuis le début du mandat, assumé l'ensemble de nos engagements et l'ensemble de la stratégie, toute la stratégie qui a été la nôtre, contraindre la dépense de fonctionnement, et on voit bien qu'on a eu raison peut-être un peu trop tôt, puisque les efforts qui ont été faits sur les années précédentes n'ont pas été pris en compte dans l'évolution du pacte avec l'État, que nous n'avons pas signé, et au bout du compte, les ratios budgétaires qui sont les nôtres sont effectivement satisfaisants. Mais ils doivent préserver l'avenir, parce que l'avenir n'est pas aujourd'hui si simple. Je veux dire, les besoins d'investissement restent très importants, vous le savez. Quand vous nous dites que nous ne consacrons pas suffisamment de budget à la jeunesse, je voudrais quand même vous dire que nous avons ces dernières années consacré beaucoup de budget d'investissement, et en tout cas beaucoup plus que vous, dans les dernières années de votre mandature à nos collèges. Je faisais la moyenne, en moyenne 16 millions, tenant compte des investissements au collège et de la maintenance, un peu plus de 16 millions par an de 2012 à 2014. On est à 27,2 depuis entre 2015 et 2018. Donc, y compris maintenance dans les collèges, dont le budget a doublé, enfin a augmenté de 50%, depuis 2015. Donc, on est sur des efforts très importants pour notre jeunesse. Vous parliez de la sécurité civile. Là encore, ça me fait un petit peu sourire quand vous dénoncez une stabilité que vous avez vous-même mis en œuvre en 2011 et 2013. Alors vous avez peut-être un peu la mémoire courte, mais en tout état de cause, la stabilité, elle était de rigueur à cette époque-là. Et quand j'évoque que sur les années qui viennent, les investissements que nous faisons pour le compte justice permettront au SDIS, sur son budget de fonctionnement, d'économiser plus de 5 millions d'euros de frais financiers, plus évidemment l'ensemble des économies de fonctionnement liées à la modernisation du parc de véhicules, etc. Donc on voit bien que facialement le budget de fonctionnement du SDIS est en stabilité, pour le budget du SDIS, et vous le savez parce que vous siégez au conseil d'administration comme moi, c'est une bouffée d'oxygène que de voir près de 6 millions d'euros de crédits de paiement pris en charge en investissement par le département. Alors je trouve qu'effectivement c'est toujours un peu facile de parler de manque d'ambition. En tout cas, s'agissant de la jeunesse, nous avons décidé de nous concentrer et de nous recentrer sur notre cœur de compétences, à savoir les collégiens. Et je crois que, notamment s'agissant du chéquier jeune qui va monter en puissance de manière naturelle, la volonté, ça n'est certainement pas de limiter la dépense, c'est en toute cause l'accompagner. Et nous avons, par les efforts de gestion que nous avons la capacité de le faire. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que essayez de repenser un petit peu à ce qu'était votre gestion auparavant, plutôt que de vouloir aujourd'hui nous donner des leçons sur notamment l'investissement. Je voudrais vous donner un chiffre. De 2008 à 2014, puisque vous nous faites le reproche d'avoir à la marge 1 million d'euros, et on verra au compte administratif, diminuer notre budget d'investissement. Donc on est quasiment en stabilité, vous le savez bien, tenant compte des taux de réalisation. 2008-2014, une baisse de 41% continue. Alors, de 2008 à 2014, 41% du budget d'investissement. Et nous étions sur une tendance. Alors c'est vrai qu'il y avait le plan de relance en 2008, etc. Mais la tendance à la baisse, elle a été chaque année de 2008 à 2014 en termes d'investissement. Depuis notre élection, nous sommes sur une tendance à la hausse chaque année, et on verra au compte administratif. Je parle du compte administratif, chers collègues. 2015-2018, une augmentation de plus 19%. Moins 41% d'évolution tendancielle en 6 ans. Et sur les 4 années dernières, plus 19%. Donc ne faites pas de procès un peu facile. C'est toujours facile quand on est dans une enceinte et quand on est dans une posture de critique, voire d'opposition, de dénoncer les choses. Encore faut-il reprendre l'historique et objectiver la situation, ce que vous manquez de faire manifestement. Bien, merci Monsieur le Vice-président Finance. Je pense qu'on a
tout le monde a pu, les groupes ont pu se débattre. L'un ou l'autre? Monsieur Larmanjat, Monsieur Greffet? Mais je vous rappelle quand même que ventre qui a faim n'a plus d'oreilles. Donc essayez d'accélérer, s'il vous plaît. Oui. Non, je veux surtout pas priver mon collègue Guy Larmanjat de prendre la parole. Je vais peut-être d'ailleurs la lui laisser. Non, je voudrais simplement dire qu'après 1h15, ou presque de présentation de ce budget, n'avoir guère que 20 ou 25 minutes d'échange et de débat pour l'acte qui est le plus important de l'année, à savoir le vote du budget, je pense que ça mériterait que nous nous y reprenions à 2 fois, peut-être après le déjeuner, si nécessaire. Parce que sinon... Je pense que vous avez tout dit, Monsieur Greffet. On voit bien vos positions. Là où le débat... on a les rapports budgétaires ensuite pour amender, pour voter, vous exprimer, pardon. Là où le débat s'installe partout, il serait quand même dommage qu'on n'ait pas droit à plus d'un échange. Oui. Moi, j'aime beaucoup l'expression du président du groupe de la majorité qui dit que, notamment en matière de tourisme, il faut chasser en meute. Alors, je constate que c'est assez bien réussi ici aussi. Vous avez été 5 à me répondre. Donc, permettrait quand même que notre groupe puisse s'exprimer 1 fois, 2 fois. Enfin, en tout cas, moi, je considère que c'est un débat... Allez-y, nous vous écoutons. Voilà. Donc, simplement, vous dire, en espérant qu'on ait un temps peut-être plus important une fois prochaine sur ce sujet, vous nous dites les contraintes qui pèsent sur les finances du département. Indéniablement, mais je veux dire qu'il y a des contraintes que vous semblez vous ajouter vous-même. Lorsque vous dites, par exemple, que l'épargne a pu augmenter de 10 millions d'euros d'un budget à l'autre, ça peut en soi être un ratio tout à fait intéressant, mais ça rend assez peu compte de la pression qui est exercée sur les dépenses d'intervention, et je ne vais pas redire ici de quelle manière ça participe, à mon sens, à la déconstruction de certaines politiques. Nous ne faisons pas le procès du chéquier jeune, Simplement, vous l'avez dit vous-même, c'est 1/4 des collégiens qui sont aujourd'hui concernés. C'est peu. Et puis, si chacun veut afficher une bonne volonté, après tout, les quelques centaines de milliers ou millions d'euros qui ne sont pas dédiés au chéquier jeune pourraient l'être à d'autres politiques. Donc, je crois qu'on ne peut pas, au travers d'un dispositif qui prenne à prendre ses marques, limiter les crédits à cette intention. Voilà, moi je crois que dans une période qui est telle que nous la connaissons, je pense qu'en effet le budget d'investissement aurait pu être plus ambitieux, compte tenu notamment des 10 millions d'euros d'épargne. Tout cela aurait pu alimenter l'autofinancement sans un recours accru à la dette. Je dis aussi que si le département n'assumait pas les investissements matériels et les investissements de casernes de notre sécurité civile, la baisse eût été plus forte encore. Donc, moi, je plaide pour que sur les pleines compétences du département, l'investissement puisse être soutenu. Quant à la mobilité, je ne vais pas ajouter ce qui a été dit, mais s'il y a des arrêts TER qui sont supprimés, peut-être faut-il en référer au président de la région qui, en la matière, est parfaitement compétent. Voilà quelques éléments, avec quand même un peu de frustration sur la manière dont l'échange est quand même très limité sur ce temps budgétaire. Bien, Monsieur Larmanjat. Merci beaucoup, Président. Vous le savez, ce n'est pas habituel que j'intervienne sur le budget. Ce qui me gêne un petit peu, là, c'est je dirais, le ton des interventions. Alors, pas le ton, la forme, pas sur la correction et tout ça. Je crois que nous sommes une assemblée où nous sommes toujours les uns et les autres respectés. Et ça, je crois que c'est quelque chose de fondamental. Mais un peu sur ce qui peut être dit, et notamment un certain nombre de références qui sont faites. Alors, avant de dire 2-3 choses là-dessus, je voudrais tout d'abord rassurer notre collègue député Damien Abad sur le fait que nous portions aussi le chéquier jeune. C'est clair. Je vous invite à questionner, par exemple, les conseils d'administration des collèges auxquels nous participons, et au moins 1 fois sur 2, nous rappelons cette exigence. Ce que je veux dire par là, c'est que nous portons tous. J'ai commencé d'ailleurs, Monsieur le Président, mon intervention ce matin en disant, comme nous tous, je suis pleinement engagé à soutenir les intérêts de nos concitoyens, comme nous tous. Parce que je crois que c'est bien
de cela dont nous sommes amenés à parler. Alors, loin de nous de méconnaître les contraintes imposées par l'État, loin de nous. Lorsque, Monsieur le Président, par contre, vous nous renvoyez le gouvernement socialiste, nous pourrions renvoyer aussi, nous, le gouvernement précédent. Mais je ne crois pas que c'est comme cela que nous allons pouvoir faire avancer le débat, si ce n'est le débat, en tout cas les actions au niveau de notre département, ce en quoi nous croyons tous, je le redis. Alors, vous nous dites aussi, Monsieur le Vice-président, que, compte tenu de ces contraintes, il faut, à un moment, on est bien obligé de diminuer certaines choses. Mais il y a bien des politiques qui ont été sanctuarisées et dont nous avons pleinement, je le redis ici, validé cette sanctuarisation. Notamment, par exemple, la politique agricole qui a été rappelée il y a quelques instants, notamment au niveau du SIEA, à partir du moment où la politique du SIEA a été pleinement assumée, où les choses ont été bien définies, et bien évidemment que nous sommes pour réduire la fracture numérique et que nous portons à vos côtés cette aide sur les 10 ans qui sont pour une grande part devant nous. Pour le SDIS, vous nous dites 2011, 2013, si j'ai bien retenu, j'ai plus exactement en tête, mais vous ne nous dites pas 2012, 2014. On ne peut pas. Donc, nous l'avons jusqu'à maintenant. Convenez que jusqu'à maintenant, et pour des raisons que nous avons expliquées, une première fois parce qu'il y avait justement ce plan d'investissement que nous soutenons, qui était proposé. Une deuxième fois aussi, parce qu'à côté de ce plan d'investissement, il y avait quelque part, dans votre rapport, Monsieur le Président, une clause de revoyure possible. Nous avons également voté. Ces 3 années, nous avons voté le budget du SDIS. Aujourd'hui, je pense que la proposition qui vous est faite est une proposition très raisonnable. Nous aurions pu proposer, par exemple, d'augmenter d'1 million d'euros, ce qui a souvent été fait par le passé et qui correspondait à une augmentation beaucoup plus conséquente. Ce n'est pas la demande aujourd'hui. La demande, c'est de dire, eh bien, prenons peut-être un cap maintenant, eh bien, de suivre la hausse qui est imposée, puisque c'est ainsi, et c'est la loi, et ni vous ni nous n'y pouvons quelque chose, qui est imposée au niveau des collectivités locales, en particulier des communes et des intercommunalités, qui, pour un grand nombre d'entre elles, je le rappelle, plus de 150 encore sur notre département, portent également aux côtés une politique de centres de première intervention non intégrés. Enfin, vous nous dites aussi, sur les investissements, vous nous rappelez 2008-2009. Vous avez parlé, quand même, oui, mais vous nous rappelez, si on fait le ratio sans prendre 2008 et 2009, où de tête, là aussi, il y avait 170 à 180 millions d'euros d'investissement dus au plan de relance, où nous avions d'ailleurs accompagné l'État qui n'était pas à ce moment-là de la même obédience que notre Assemblée départementale, mais ce n'était pas un problème. Je suis sûr que vous auriez fait de même dans un cas contraire. Donc je crois que ça aussi, il faut se le rappeler. De la même façon que je souhaiterais savoir, Monsieur le Vice-président, lorsque vous nous parlez des ratios, si vous nous parlez bien de ratios à périmètre de compétences identiques, ou si vous intégrez les nouvelles compétences. Parce que je rappellerai, quelques-uns d'entre nous étaient là à ce moment-là, qu'à aucun moment je ne me suis permis, bien évidemment, de citer des ratios à notre ancien président Charles de la Verpillière sur la période 2006-2007, lorsqu'il avait dû assumer, parce que c'était une réforme également de l'État, eh bien, une modification très importante de la compétence routière. Voilà, Monsieur le Président, ce que je voulais vous dire, et puis peut-être aussi dire, avec une pointe d'humour, à notre vice-président aux finances, que j'essaye d'être attentif à ce qui se passe dans les différentes assemblées de notre département et que parfois il est peut-être aussi un petit peu moins empreint de rigueur dans certaines de ses interventions en d'autres lieux. Je vous remercie. Monsieur le vice-président. Oui, alors le vice-président que je suis est également, vous l'aurez bien remarqué, conseiller municipal par ailleurs. Mais vous aurez remarqué, si vous suivez en tout cas les débats de ce conseil municipal, que j'essaie toujours
d'être dans une forme d'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, donner des leçons et se faire reprocher la même chose. Donc moi, j'essaie de prendre les choses. Simplement, quand vous parlez des ratios, je suis désolé. D'abord, j'ai pas fait d'archéologie. On n'est pas remonté dans les années 2006-2007, où il y a eu des modifications de périmètre. Non, on parle de la période immédiatement précédente et de la période suivante, s'agissant du financement des investissements. Or, la période 2008-2009, qui, effectivement, était exceptionnelle, on était en 2010 à 131 millions, vous avez terminé à 100 millions. Et la tendance était systématiquement à la baisse. Donc, on parle d'une tendance qui s'est confirmée. Si vous voulez évaluer, ne pas évaluer en tout cas 2008-2009, vous partez de 2010, vous êtes sur une tendance baissière. Et nous sommes sur une tendance haussière. Donc de toute façon, c'est une constante et c'est une volonté que nous manifestons depuis le départ. À un moment donné, vous dites, M. Greffet, que les ratios, bon, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, c'est évidemment. Nous, la lettre de cadrage budgétaire, le président peut en témoigner, cette année, pour le budget primitif 2019, il stipulait une stabilité de l'ensemble des dépenses pour les politiques menées, avec une évolution de 3,5% pour la solidarité, on l'a vu, plus de 8,5 millions supplémentaires, notamment essentiellement des dépenses contraintes, on l'a vu, les MNA et les AIS, et un pourcentage très limité d'évolution sur les dépenses de personnel, 1%. Voilà. Donc nous ne sommes pas sur des baisses. Quand vous nous parlez de la politique jeunesse, culturelle et sportive, cette année, il n'y a aucune baisse globale sur ces budgets, ils sont en stabilité, ça a été présenté. Donc simplement, il faut préparer l'avenir. Quand on regarde la prospective budgétaire et financière sur les 4-5 ans qui viennent, on voit bien qu'en étant prudent sur nos recettes de fonctionnement, je crois que vous l'étiez également lorsque vous étiez en responsabilité, eh bien, on voit bien que l'épargne brute va avoir tendance à diminuer. D'où notre inquiétude et d'où la rigueur de gestion que nous continuons d'assumer. Ça ne veut pas dire que nous sommes dans des coupes budgétaires, vous l'aurez remarqué, nous sommes simplement dans des maintiens budgétaires. On peut les regretter, mais vous avez une tendance malgré tout fâcheuse, et ce n'est pas celle que j'ai dans l'enceinte qu'évoquait M. Mlarmanja. Jamais je ne me permettrai de critiquer les efforts de gestion. Je suis même plutôt, si vous étiez un petit peu plus attentif à mes propos dans l'enceinte concernée, à aller dans le sens de la collectivité, et je regrette, plus souvent, et je le ferai encore ce soir lors du débat budgétaire, je regrette qu'effectivement les efforts suffisants ne soient pas faits pour préparer l'avenir. Moi, je dis simplement que pour financer nos investissements et tenant compte des contraintes démographiques qui sont les nôtres, qui sont une contrainte mais un atout formidable, avec pour accentuer et favoriser l'attractivité et le dynamisme économique de notre département, et nous sommes aux côtés des entreprises et des collectivités pour l'accompagner, eh bien, nous devons dégager des marges de manœuvre budgétaires, d'où la maîtrise de nos dépenses réelles de fonctionnement pour dégager de l'épargne et financer nos investissements qui vont être croissants dans les années qui viennent. Voilà tout ce qu'on dit. Je n'ai pas de votre part des recettes miracles. Vous regrettez, et c'est année après année, vote de budget après budget, que nous ne dépensions pas assez en fonctionnement et que nous ne dépensions pas assez en investissement. Venant de vous qui avez suggéré ce département à la place qui est la mienne, je trouve que c'est un peu fort, permettez-moi juste de le dire, c'est que nous avons à financer des investissements pour l'avenir, à assumer nos compétences pleinement, entièrement, en faisant des choix évidemment, mais comme vous l'aurez vu cette année, c'est en maintenant nos budgets de fonctionnement, voire en augmentant pour nos compétences qui sont essentielles, notamment les solidarités, et c'est en ayant cette rigueur entre guillemets de gestion que nous pourrons assumer les dépenses qui viennent devant nous, et la prospective budgétaire et financière qui s'annonce exige ces efforts-là, outre effectivement le contexte extérieur et la contractualisation avec l'État qui, d'une certaine manière, nous contraint également. Bien, merci Monsieur le Vice-président. Juste avant, Monsieur Greffet, je veux simplement vous répondre, mais avec humour aussi, que le temps qui est alloué à la minorité pour répondre à ce débat du budget, merci, est supérieur à celui attribué à la majorité si je tiens compte du prorata de la composition des membres. On est bien d'accord. Voilà.